Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Tempête dans un verre d'eau ou tentative de désinformation, c'est dans le cadre d'un balado co-animé par Léa Clermont-Dion et Maïka Sondarji que le chroniqueur Frédéric Bérard aurait affirmé avec l'assentiment de ses hôtes que François Legault nierait l'existence du racisme au Québec. Il n'y a pas de raciste au Québec, aurait-il dit, selon M. Bérard. L'affirmation est vraisemblablement fausse et pourtant elle a été reprise dans une campagne publicitaire sur les médias sociaux pour promouvoir le balado. Interpellée pour la fausseté des propos, Mme Clermont-Dion a plutôt que de choisir de reconnaître l'erreur, s'en est prise à ses détracteurs, les traitant à leur tour de menteurs. Et donc j'ai été moi-même un spectateur de cette affaire et le chroniqueur et coéditeur du webzine Vaste Programme, Simon Jaudoin, a tenté de faire la lumière sur cette affaire. Je le joins à l'écran. Bonjour, M. Jaudoin. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci d'être avec nous pour justement un peu mieux comprendre. J'aimerais d'abord, question toute bête, mais pourquoi, selon vous, est-ce que Frédéric Bérard affirme donc que François Legault nie l'existence du racisme au Québec? Est-ce que c'est une croyance, une confusion, un effet de toge? D'où lui vient cette nécessité de faire cette affirmation au micro de mesdames Clermont-Dion et Sondarji? Ben, il faudrait lui poser la question. Là, je suis pas dans sa tête. Ce que je remarque toutefois, c'est que, et ça arrive pas simplement dans le cadre de cette discussion-là, mais c'est quelque chose d'assez général. C'est-à-dire qu'on va caricaturer le propos d'un adversaire, d'un opposant. On va peut-être trop résumer, vouloir, le synthétiser au possible. Mais pourtant, ici, dans ce cas-ci, ce que ça a donné, c'est une déclaration voulant que François Legault a déjà dit qu'il n'y avait pas de racisme ou de raciste au Québec, là, comme je disais dans mon billet, la diction là, porte à confusion un peu. Mais donc, c'est qu'on caricature la position d'un opposant avec une déclaration qu'il n'a jamais tenue. Alors, pourquoi le fait-on? Dans ce cas-ci, comme je vous dis, je suis pas dans sa tête, il faudrait lui poser la question, mais je sais que c'est une technique argumentaire très connue, c'est-à-dire que de caricaturer la position d'un opposant ou de quelqu'un qu'on veut dénoncer, ou sinon de la limiter de telle sorte qu'on ne puisse pas comprendre qu'est-ce que la réelle pensée de François Legault. Donc, c'est une technique d'argumentation que pour ma part, je trouve fallacieuse sans aucun doute, mais dangereuse jusqu'à un certain point, dans la mesure où l'enjeu de vérité est au premier plan là, par les temps qui courent, surtout dans les discussions politiques. Tout à fait. Et puis justement, je voulais un peu vous entendre parce que bon, je ne pense pas que ce balado est le monopole de la technique justement. Et en fait, souvent, au contraire, on la voit plutôt associée à la droite, là, cette forme de sélection parcellaire des citations. Et là, j'étais surpris parce que c'est comme tout le monde se traite de menteur, celui qui dit, celui qui l'est. J'ai l'impression d'avoir assisté à quelque chose à la limite enfantin là, sur X ces derniers jours. Est-ce que c'est inévitable, cette espèce de nivellement vers le bas tout le long du spectre politique? Je vous avoue un peu surpris là, de la tournure des événements suite à cette anecdote finalement. Là. Est-ce inévitable? Il faut souhaiter que non. On espère que ce soit tout à fait évitable. Je pense que, il y a une certaine forme de populisme qui n'est ni de droite ni de gauche, en fait. Il y a une technique argumentaire, une stratégie argumentaire qui peut être utilisée, que vous soyez à droite. Vous savez, on a menti à gauche, on a menti à droite au fil des ans. C'est pas une surprise, ça. Donc, là où ce que je trouve dommage, c'est que nous sommes plusieurs, autant à droite qu'à gauche, à s'inquiéter de la vérité des propos, à s'inquiéter qu'on puisse faire croire des choses aux gens. C'est d'ailleurs le sujet de ce balado-là où on nous propose de réfléchir sur la mauvaise foi médiatique, sur la désinformation, sur justement le fait que on caricature des positions dans le but de convaincre notre audience, de notre auditoire, crinquer sa gang, là, comme on dit en latin. Donc, et ça, c'est ni de droite ni de gauche. Moi, ça ne m'étonne pas et je ne le positionnerai pas sur l'axe droite-gauche. Ce qui m'étonne, c'est qu'on le fasse alors qu'on prétend
comment dire, vouloir faire la lumière et comment dire, affirmer, rétablir les faits, affirmer une vérité bonifiée. Alors, si je vous dis, regardez, il y a un problème dans les médias parce que souvent, on coupe trop court les idées, on ne va pas en profondeur, on ne remet pas en contexte, on prête des propos à des gens qui n'ont jamais été là. Donc, si on nous dit que ça, c'est un problème et qu'on veut, comment dire, y travailler et apporter des solutions, mais que ce faisant, on fait ce qu'on dénonce, là, j'y vois un grand péril. Il y a aussi le fait, Simon, que ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous, dans le feu du direct, de dire, comme le fait M. Bérard, une citation qui est inexacte. Ce qui est particulier, c'est qu'en plus, on a choisi ce segment-là pour faire la publicité du balado. Donc, il y a comme un choix éditorial. Il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées dans ce show-là. Ce n'est pas, comment dire, il n'est pas dans le club des mal cités. Là. et puis ensuite, donc, aussi mise face à l'erreur, puis dont le texte là, qui est paru il y a une dizaine de jours, en fait, la semaine dernière, les autrices, là, dont Mme Clermont-Dion, elles réagissent en attaquant, en fait, c'est-à-dire, et là, il y a plusieurs personnes qui ont été interpellées, mais elles persistent et signent, et donc j'ai de la misère, j'ai lu le texte et qui est sans... il n'y a pas d'ambiguïté, là. M. Legault n'a jamais dit ça. Comment vous expliquez cette réaction, en fait, d'en remettre sur une fausseté publiquement quand on est acculé face à l'erreur? J'ai de la misère à comprendre, comme la deuxième partie du roman Savon, là. Ah, ça, c'est difficile à expliquer, mais vous avez raison, hein, on peut tous faire des erreurs comme ça dans le feu de l'action et on peut tout simplement dire, regardez, oui, tout à fait, je me suis mal exprimé et j'aurais plutôt dû dire autre chose. Donc, ça arrive hein, à brûle-pourpoint comme ça dans des conversations, il n'y a pas de souci, il ne faut pas être trop sévère de ce côté-là non plus. À partir du moment où parce que vous avez raison de dire que dans un premier temps, l'extrait sort comme une capsule, une réclame publicitaire. Ouais. Oui, donc on juge que cet extrait-là dit comme ça est apte à rendre compte de la nature, de la consistance de la discussion qu'on souhaite nous faire écouter. Donc, on choisit sciemment, ou en tout cas, j'ai de la difficulté à croire que ces personnes, M. Bérard en particulier, qui est bien informé là, de ces débats-là, qui est un juriste, qui est en Cour suprême, notamment avec la FAE en ce moment, sur la loi 21, un commentateur régulier des questions de racisme, de droits de la personne, il est bien possible que dans ce cas-là, il a dit racisme comme ça, alors qu'il aurait voulu dire racisme systémique, mais après ça, il s'agit simplement de le reconnaître, de dire, ah ben oui, vous savez, j'ai fait une erreur. Qu'on le choisisse comme un segment publicitaire, je trouve ça un peu douteux, pour le dire comme ça, parce que tout le temps où les internautes commentaient cette capsule-là en le félicitant de ses propos, ils n'avaient pas accès au reste de la discussion. Et, je veux dire, à sa face même, là, cette phrase-là est erronée. Pourquoi est-ce qu'on persiste je sais pas. Il y a une tendance par les temps qui courent où avoir raison semble plus important que de mener un débat d'idées. C'est-à-dire que dans un débat d'idées, je peux très bien reconnaître que vous avez, finalement, vous avez marqué un point, c'est vrai, je devrais me rétracter. Effectivement, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Mais là, j'ai l'impression ça participe peut-être de la polarisation des idées où c'est très difficile de reconnaître qu'on a eu tort, comme si le fait d'avoir commis une erreur allait, entraîner tout l'ensemble de notre pensée avec elle. Alors, et là, on craint, on se braque et moi, je trouve ça malsain, en fait. On peut simplement reconnaître, ah ben oui, c'est vrai, on a erré, tout simplement. Et on demande ça des politiciens, on demande ça de toutes les instances, de toutes les institutions. Lorsque il y a une erreur de commise ou une grossièreté qui est dite, eh bien, on se rétracte et on passe à autre chose, ou en tout cas, on essaie de corriger la situation. Ce que je trouve encore une fois curieux, c'est qu'ici, on est devant des gens qui
oublier la droite et la gauche. Là, on est devant des gens qui comment dire, prétendent ou aspirent à une certaine rigueur intellectuelle. Léa Clermont-Dion est documentariste. Ce sont des gens qui travaillent dans les universités, qui savent très bien comment distinguer le vrai du faux. Monsieur Bérard, comme je vous disais, est avocat, juriste, commentateur. Il sait très bien comment, lorsque on questionne quelqu'un ou lorsqu'on défend quelqu'un ou lorsqu'on attaque quelqu'un, la véracité des propos. Mais ça, de toute façon, ça, je peux faire une parenthèse là-dessus, de toute façon, on devrait toujours avoir beaucoup de soin lorsqu'on prétend citer quelqu'un. Ça, c'est un problème qui est généralisé. Plusieurs des polémiques qu'on a vues au cours des dernières années, je pense par exemple à la mention de personnes avec un vagin dans un jugement de la Cour suprême. Je pense aux propos de Gilles Proulx qui ont été dénoncés par l'ensemble de la classe politique alors que personne n'avait manifestement écouté l'extrait radio comme tel. Donc, cette idée, lorsqu'on cite quelqu'un, et je pourrais vous en parler pour moi-même d'ailleurs aussi. Là, lorsqu'on cite quelqu'un, on devrait prendre le plus grand soin possible, surtout dans ce monde où on dit que la communication circule à vitesse grand V. Eh bien, c'est vrai pour les mensonges et c'est vrai pour les idées fausses. Donc, à partir du moment où on a fait sortir la pâte dentifrice du tube en disant un mensonge, eh bien, récupérer la balle ensuite, c'est très difficile. Simon, vous faites référence à l'idée, puis vous l'avez un peu mentionné sans le dire, mais que des contenus comme ça nous appellent à la suspension de l'incrédulité. Puis bon, en intellectuel que je suis, j'apprécie la formule, mais puis je veux pas c'est pas un exercice, mais j'aimerais, est-ce qu'on peut expliquer simplement de quoi il est question oui, quand on utilise cette formule-là? Ouais. Ben écoutez, si vous êtes un amateur de lutte, c'est un principe qui vient de la lutte, là, donc et Donald Trump s'en inspire largement. Je reprends l'exemple, et j'en avais parlé en chronique là au cours des derniers jours. Je reprends l'exemple de Donald Trump qui envoie des images avec le drapeau canadien. Il contemple des montagnes. On se rend bien compte que les montagnes, eh bien, ce ne sont pas les Rocheuses qu'on a pu le penser. C'est le Cervin en Suisse, exactement. Bon, et tout ça de mensonge en mensonge, de mise en scène en mise en scène, c'est quelque chose qu'on voit dans la lutte, justement, dans la lutte professionnelle, où on ne demande pas au public de trancher si c'est vrai ou si c'est faux. On lui dit, suspendez votre incrédulité, regardez le spectacle et au fond, on sait très bien ce que le méchant va faire, ce que le gentil va faire. Chacun joue son rôle et c'est ce que je vois de plus en plus dans cette espèce de guerre culturelle où justement, d'ailleurs, là, on veut dénoncer la désinformation, les fausses nouvelles de Trump ou de qui d'autre encore, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, peu importe. Mais si, ce faisant, on se comporte comme des lutteurs et on monte dans le ring, bien c'est ça, la suspension de l'incrédulité, c'est ce principe qui est propre à la lutte professionnelle, qui demande au public, donc, pour un instant, le temps du match, de ne pas se demander si c'est vrai ou si c'est faux, de simplement suspendre son jugement. Simon, vous concluez le texte en vous adressant, indirectement, mais à Léa Clermont-Dion, Maïka Serdadji et Frédéric Bérard. Vous les accusez pas, mais quand même, c'est vos mots de séduire en lançant des contre-vérités, là, finalement, vous l'avez dit en introduction, pour motiver les troupes, stimuler les alliés et convaincre les indécis de prendre part à la lutte. Là, je vous cite, là, j'ai beaucoup aimé la formule. Vous dites, entre d'autres mots, qu'on brandit des épouvantails pour faire peur et ultimement, vous le dites, ce sont des intellectuels, documentaristes, professeurs d'université, éminents juristes. Quand ces gens-là brandissent des épouvantails pour faire peur, je veux dire, quel rempart nous reste-t-il? Comment peut-on se protéger contre des stratagèmes comme ceux-là? Simon, avez-vous, y a-t-il un petit manuel d'autodéfense qui viendra de votre plume éventuellement? C'est ce qu'on fait à vaste programme dans les textes qu'on publie pour beaucoup, mais je vous dirais, je ne l'adresse pas à eux personnellement, ce reproche-là. C'est quelque chose que je constate de manière générale. Mon ami Jérôme Lucier, là, qui est le cofondateur de Vaste Programme avec moi, a écrit un texte dernièrement où il parle de l'homme de fer. Alors, vous savez, là, ce qu'on a vu ici, c'est un homme de paille. Un homme de paille, qu'est-ce que c'est? C'est que vous fabriquez une espèce d'épouvantail en paille, là, un personnage très faible. Vous prenez simplement soit quelque chose que la personne a pas dit, soit quelque chose où les arguments les plus faibles de son exposé, et vous l'attaquez uniquement là-dessus. Alors là, c'est facile de gagner. C'est comme un mousquetaire, là, un chevalier qui se battrait contre un épouvantail. Alors évidemment, il va gagner.
gagner. Là, l'homme de fer, et là, ça répond à votre question, c'est plutôt justement de regarder l'argument le plus solide, en tout cas, qui a été présenté, et de rendre compte de la manière la plus juste possible de l'argument de la personne qu'on souhaite contredire. Alors, dans ce cas-ci, précisément, et c'est ce que j'explique tout au long de mon texte, M. Legault reconnaît volontiés à plusieurs reprises de manière très claire qu'il y a du racisme et des racistes au Québec. Ça, il n'a jamais pensé, même on peut pas penser qu'il ne l'a pas cru. En tout cas, c'est sa pensée, c'est la sienne. Ce qu'il nous dit, ce qu'il nous a dit au cours des dernières années, c'est que pour lui, un système, c'est quelque chose qui est organisé à partir du haut, avec des directives qui s'en vont partout dans le système, et que le racisme systémique serait donc un système qui a envoyé à l'ensemble des organes là, de ce système, là, pour faire une tautologie. Donc, il aura envoyé à l'ensemble des partis des directives racistes, et pour lui, donc, c'est inexact. Il ne peut pas concevoir qu'on puisse penser ça. Évidemment, là, on pourrait l'attaquer là-dessus et dire, Monsieur Legault, un système, ce n'est pas quelque chose simplement qui part du haut et qui s'en va vers le bas. Vous prenez une définition de système qui pourrait être remise en question, et là, on aurait une discussion intéressante, consistante, mais qui porterait sur son argument et non pas sur quelque chose qu'il n'a jamais dit. C'est facile de gagner contre des caricatures, il s'agit de faire une autre caricature. Alors, mais dans ce cas-là, donc, le conseil, mais je veux pas avoir l'air du conseiller en argumentation, mais toutefois, c'est une habitude qui se répand, qu'on voit beaucoup, cette idée c'est ça, de caricaturer la position de l'autre. Alors, si on veut rentrer en débat avec quelqu'un, si on veut contredire ses idées, eh bien, qu'on montre ce qu'elles sont, qu'on montre la nature des arguments et qu'on se batte, qu'on débatte là-dessus et non pas sur des choses inventées. Déjà, ça serait déjà un bon programme. Mais un vaste programme. Un vaste programme. J'allais dire, on peut lire donc l'article sur vasteprogramme.ca. Simon Jaudoin, merci d'avoir été avec nous à l'émission. Je rappelle que vous êtes chroniqueur et co-éditeur donc de ce webzine ou en fait blog ou magazine Vaste Programme qu'on peut trouver sur on disait site web à une certaine époque et ça fonctionnait très bien. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir.